Madame, Monsieur, bonsoir. La crise diplomatique entre Paris et Alger vient de franchir un cap inédit depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Paris rappelle hier son ambassadeur à Alger. Est-ce le point de rupture ? Dans un communiqué, en tout cas, l'Élysée juge que les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale des relations bilatérales entre les deux pays. Bilan, 12 agents expulsés de chaque côté et donc un ambassadeur rappelé. La diplomatie entre les deux rives est clairement en train de prendre feu. La France riposte, l'Algérie persiste et le dialogue, lui, est suspendu, voire coupé. Pourtant, le 31 mars dernier, lors d'un appel téléphonique après des mois de crise, Emmanuel Macron et le président algérien avaient réitéré leur volonté de renouer le dialogue fructueux qu'ils avaient consacré avec la déclaration d'Alger d'août 2022. Mais voilà, les espoirs de réchauffement s'évaporent, balayés par une affaire explosive mêlant enlèvement, opposants et guerre de service. Et au milieu, un homme, Boualem Sansal, otage malgré lui d'un contentieux d'État. La diplomatie vacille, les nerfs aussi. Et comme le disait un certain Dominique de Villepin, je le cite, « En diplomatie comme en amour, il faut parfois savoir partir pour qu'on vous rappelle. » Fin de citation. J'accueille pour le débat ce soir la professeure d'histoire et de sciences politiques, professeure Boutaina Ben Salem. Bonsoir et bienvenue encore une fois à vous sur ce plateau. Bonsoir. En face, j'ai un plaisir renouvelé d'accueillir l'expert en relations internationales, Hafid Boutaleb. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Et ma première question, justement, vous est destinée pour qu'on sache pourquoi les relations bilatérales entre Paris et Alger en sont là où elles sont aujourd'hui. Un rappel historique des faits avec vous, Hafid Boutaleb. Alors, rappel historique sur le long terme, puis sur le plus court terme. Oui. Sur le long terme, on se souvient que dès la campagne électorale de 2017, Emmanuel Macron avait fait un déplacement à Alger pour notamment, parmi les questions, c'était la décolonisation et présenter des excuses en tant que candidat. Ce n'étaient pas des excuses au nom de la République française, mais en tant que candidat du mouvement La France en marche pour les 130 ans de présence française en Algérie. De là, beaucoup d'observateurs concluaient à un réchauffement prévisible des relations entre Alger et Paris, mais on a vu que plusieurs mains tendues de la part du président Macron n'ont pas trouvé vraiment écho au sein de l'exécutif algérien qui, au fil des années, des premiers mandats et deuxième mandat d'Emmanuel Macron, à chaque fois évoquait des soucis, pointait du doigt des dysfonctionnements et notamment revenait souvent vers la mémoire pour toujours ressasser un peu l'histoire coloniale violente entre la France et l'Algérie. Puis survient ce rapprochement entre le Maroc et la France. La visite historique du président Macron à Rabat en octobre dernier, et puis la déclaration franche, que ce soit par voie épistolaire et ensuite au sein même du Parlement marocain, du président de la République française, en disant que le présent et l'avenir du territoire du Sahara s'inscrit sous la souveraineté marocaine. Et de là ont commencé des tensions. Et puis il y a eu aussi effectivement, au même moment, à peu près, l'arrestation de Boualem Sansal, qui, dans une interview en France, avait évoqué vaguement que l'Ouest algérien faisait partie de l'Empire chérifien avant l'arrivée de la France. Eh bien, le malheureux s'est retrouvé une fois de retour dans son pays, en prison, et risque de rester jusqu'à 5 ans si sa peine qui lui a été prononcée se confirme. Donc ça, c'est au plus long terme. Mais on a vu une accalmie ces dernières semaines et c'est vrai que de là, la surprise... Et sur le court terme aussi, la crise Justement. a atteint son paroxysme après cet attentat à Mulhouse, qui a fait un mort, c'était le 22 février dernier. L'attentat a été commis par un Algérien sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français, Algérien qui a été tout simplement refusé par les autorités algériennes, Voilà, qui n'ont pas accepté son expulsion et donc l'ont renvoyé en France. Effectivement, se posait la question aussi de ces OQTF, les ordonnances quitter le territoire français, qui sont émises contre un certain nombre d'immigrés d'origine algérienne, mais que le gouvernement algérien n'est pas suffisamment coopératif pour pouvoir recevoir chez lui. Et ce sont souvent aussi des individus potentiellement dangereux, évidemment pas tous, mais en partie potentiellement dangereux. Et puis, il y a eu effectivement ces histoires des QTF, des influenceurs algériens installés en France, et il y a eu donc plusieurs griefs qui ont été soumis. Mais il y a eu une accalmie. Une accalmie qui a commencé par un coup de fil entre le président Macron et le président Tebboune et tout le monde. C'était le 30 mars C'était le 30 mars dernier, tout le monde voyait un début de réchauffement de relations, un peu comme ce qu'on a vu avec l'Espagne et l'Allemagne, où l'Algérie a
protesté au début, et puis au bout d'un certain moment a fini par revenir aux relations normales. Je fais référence donc à la reconnaissance espagnole et allemande de la pertinence de la proposition marocaine sur l'autonomie, voire même étant la seule base pour résoudre le conflit du Sahara qui oppose Maroc et Algérie. Et donc là-dessus, début d'accalmie, visite de Jean-Noël Barrot à Alger, deuxième tome, ou plutôt deuxième étape de cette accalmie, et puis très vite, il y a eu une mise en examen dans le consulat algérien à Créteil, mise en examen d'un agent consulaire algérien. Et les choses prétendu agent consulaire algérien. Prétendu, effectivement, mais les choses auraient pu rester séparées de cette accalmie. L'accalmie aurait pu continuer, c'est-à-dire le réchauffement, le rapprochement, tourner la page d'hostilité entre Paris et Alger aurait pu continuer. Mais c'est Alger. Il faut dire aussi pourquoi il a été mis en examen. Oui. Parce que là, il y a tentative de kidnapping, oui. d'enlèvement d'opposants algériens ayant demandé l'asile en France. Donc là, c'est une atteinte directe à la souveraineté française. C'est un trouble, même plus, c'est un trouble à l'ordre public, mais je dirais même, ça va même plus loin. C'est criminel. Et il s'agit, vous faites référence à l'influenceur Amir DZ qui avait été kidnappé en avril 2024. Donc, effectivement, mais tout cela aurait pu rester indépendant un peu de ce rapprochement. Mais c'est l'exécutif algérien qui choisit d'aller une nouvelle fois vers l'escalade en demandant l'expulsion d'une douzaine d'agents de l'ambassade, je pense, de France à Alger, ce à quoi vont riposter les Français en demandant également la même chose pour le même nombre installés à Paris. Oui. Alors, pour d'agents consulaires ou de diplomates algériens, vous avez parlé justement de... Il faut aussi rappeler que l'Algérie a rappelé son ambassadeur le 30 juillet, date à laquelle le président Emmanuel Macron avait adressé une lettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour confirmer la position de son pays sur la question du Sahara. D'ailleurs, on ne sait pas si cet ambassadeur est retourné entre-temps depuis l'accalmie, mais en tout cas, maintenant, les deux ambassadeurs ne sont plus en poste. Il y a hier, donc, c'est le sujet d'actualité aujourd'hui, le rappel par Emmanuel Macron de Stéphane Romaté, donc ambassadeur français à Alger. Un rappel d'ambassadeur, professeur Ben Salem, en termes de langage politique et diplomatique, que signifie-t-il? Est-ce que c'est la rupture des relations diplomatiques qui est actée à travers le rappel de l'ambassadeur français à Alger? Ben, c'est une tension sérieuse, c'est clair. Quand on rappelle l'ambassadeur, c'est-à-dire que la situation est devenue assez grave et tendue entre l'Algérie et la France. Et il est vrai que c'est assez surprenant, surtout qu'il y avait un processus de détente qui s'est déclenché avec l'appel de Macron. Mais il faut savoir aussi que le ministre de l'Intérieur a aussi dit des choses assez sérieuses lors de sa dernière entrevue. Il a dit que le terrain français n'est pas un terrain de jeu pour les services secrets algériens. Donc c'est vraiment une affaire qui dépasse simplement l'affaire diplomatique. Qui dépasse le Quai d'Orsay. Voilà, c'est sécuritaire, c'est judiciaire. Donc c'est pour ça que les choses, je pense, se sont un petit peu compliquées ces derniers temps. Alors, quels sont les enjeux? Est-ce que les enjeux politiques internes d'abord en Algérie qui pourraient expliquer la décision soudaine d'expulser 12 diplomates, pas un, pas deux, 12 diplomates français? Oui, au fait, le problème en Algérie, c'est qu'on est face à un pouvoir qui est assez fragmenté. Donc, on a le président Macron qui traite avec le président Tebboune, il a avec lui quand même des relations cordiales, je dirais. Ils s'entendent très bien tous les deux. Mais d'un autre côté, il y a des décisions qui sont prises par d'autres personnes dans la sphère du pouvoir et qui ne font que compliquer les choses. Donc, travailler avec un gouvernement assez fragmenté comme ça, c'est extrêmement difficile. Et malgré tous les gestes du président Macron, on a vu qu'il a essayé de recadrer les choses, de reprendre le dialogue. Les choses se sont compliquées, mais il faut dire aussi que du côté de la France, c'est aussi compliqué pour Macron parce qu'il y a aussi des groupes qui sont pour une détente des relations, il y a des groupes qui sont contre la détente de relations, qui ont vu que la France a fait beaucoup de gestes et que maintenant il est temps d'être un peu plus ferme envers l'Algérie. Peut-être une information complémentaire ou peut-être un commentaire fait de Boutaleb sur cette lutte de pouvoir et son impact finalement sur la politique étrangère, lutte des pouvoirs entre présidence bien sûr et
la junte militaire et ce jeu de factions aussi qui pourrait impacter, jouer aussi son rôle dans les décisions de la diplomatie algérienne. C'est ça, c'est pas vraiment une lutte de pouvoir. Si vous voulez, c'est l'ordonnancement du pouvoir en Algérie, de l'échelle du pouvoir en Algérie. Qui a réellement le dernier mot? Et on sait très bien que ce n'est pas la présidence algérienne. Encore moins la diplomatie. Hein. Oui. Il suffit de lire d'ailleurs les communiqués du ministère des Affaires étrangères algérien pour vraiment voir que c'est très compliqué de dire que les termes utilisés proviennent d'une institution diplomatique quelconque. Oui, effectivement. Et en réalité, si vous voulez, quand on voit le chef d'état-major, qui est le général Chengreha, il est puissant depuis les années 90. C'est un des généraux qui sont au premier plan depuis les années 90. Abdelmejid Tebboune n'a commencé à vraiment émerger que dans les années 2010 en tant que haut fonctionnaire. Il était effectivement haut fonctionnaire au préalable, mais Wali, donc aux collectivités territoriales, il est devenu ministre et puis d'abord secrétaire d'État et puis ministre à partir des années 2000-2010 avec Bouteflika. Donc il n'a pas le même enracinement au sein de la structure de pouvoir en Algérie qu'un certain Chengreha, Saïd Chengreha. C'est pour ça qu'on le voit très souvent accompagné de Saïd Chengreha. Or, une telle organisation est difficile à comprendre à partir de Paris, où on cherche véritablement un interlocuteur qui puisse avoir le dernier mot au sein de son pays. Comment on peut interpréter la position ambivalente du président algérien? Écoutez, on peut l'interpréter comme étant un aveu de faiblesse, en réalité, au fond. Il n'a pas le dernier mot dans son propre pays. Il doit à chaque fois ménager sa propre opinion pour montrer qu'il est l'homme fort. Pourtant, ce n'est pas les sorties médiatiques qui manquent, c'est voilà. Sorties médiatiques. Donc, il doit... Bon, après, avant montage, on ne connaît pas vraiment la version originale de ces entretiens répétitifs avec la presse algérienne. C'est vrai qu'il organise souvent des entretiens, il cherche à montrer qu'il est présent, qu'il communique, mais il a toujours ce dilemme. Il veut montrer, et c'est un dilemme que même Bouteflika avait, que tous les présidents algériens ont, il cherche à montrer. Est-ce qu'on peut, il y a comparaison entre le style d'Abdelaziz Bouteflika et celui du président actuel? Alors, Abdelaziz Bouteflika avait bien résumé ça. Il avait dit en 1999, je ne serai pas un 3/4 de président. Et je serai, c'est-à-dire d'une certaine manière, je ne veux pas être un président d'appoint. Oui. Or, finalement, c'est vrai qu'Abdelaziz Bouteflika, au bout de 20 ans, avait été parvenu véritablement à avoir une bonne partie du pouvoir. Non pas l'essentiel du pouvoir, mais il incarnait réellement la fonction de président. Et c'est pour ça qu'il était devenu indispensable. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut du temps. Et or, Tebboune il vient tout juste de boucler son premier mandat. Il lui faut plus de temps pour pouvoir avoir les coudées franches au sein des factions qui constituent le pouvoir en Algérie, donc l'armée, le renseignement, le FLN et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour lui puisqu'il a toujours plus puissant que lui au sein d'Alger. Est-ce qu'il réussira ce qu'a réussi Bouteflika? Il faut rappeler que Bouteflika était aussi proéminent dans les années 70, ça lui a donné une légitimité. Donc il a pu surmonter les obstacles qui lui ont été mis. Est-ce que Tebboune réussira à surmonter ces obstacles, à être l'homme fort? C'est une des raisons d'ailleurs qui fait penser ici au Maroc que malgré les mains tendues de la part de Sa Majesté, il n'a pas vraiment les choix entre les mains. Le président Abdelmejid Tebboune, il est obligé à chaque fois de revenir vers la junte militaire qui, elle, a un agenda différent peut-être de celui de l'intérêt, certainement. Et qui se sent aussi obligé de revenir toujours sur ce chantage mémoriel. Quel rôle, professeur Ben Salem, joue réellement, vous êtes professeur d'histoire aussi, la mémoire historique et coloniale dans la persistance des tensions diplomatiques entre Paris et Alger, malgré, ça a été évoqué tout à l'heure par Hafed Boutaleb, malgré des tentatives officielles de réconciliation? Je pense que la relation entre la France et l'Algérie, c'est une relation très complexe, vu leur histoire, parce que l'Algérie était une colonie, donc c'était parfaitement différent de ce qu'a vécu le Maroc. Et puis, il y a aussi cette relation passionnelle. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de surenchères aussi dans cette relation. Alors, disons qu'il est vrai que la période coloniale a été une période très difficile, très sanglante aussi, dans un certain sens. Mais on peut sentir ces derniers temps que c'est un petit peu aussi un outil de pression sur la France. À chaque fois, on fait sortir cette carte, alors que il y a plusieurs années qui se sont passées. Quand on veut vraiment construire une relation d'avenir, il faudra bien sûr travailler sur la mémoire. D'ailleurs, comme l'a bien dit mon collègue
Le président Macron a fait vraiment un grand effort dans ce sens-là, mais c'est des choses qui se font petit à petit, et puis ils ont déjà un avenir, enfin une histoire commune, des relations communes. Il y a beaucoup d'Algériens en France. J'ai l'impression que c'est plus... Ils comptent par millions. Hein. Voilà, ils comptent par millions. Ils ont une situation très favorable par rapport à d'autres ressortissants, et malgré tout ça, il y a toujours cette carte qui sort à chaque fois. J'ai l'impression que c'est ou la relation avec le Maroc, le Sahara, ou c'est l'histoire algérienne qui revient à chaque fois pour obtenir des choses d'un pays avec lequel on a des relations bilatérales. Alors justement, en termes de prospective, quel pourrait être l'impact de cette crise diplomatique inédite, grave, historique, entre Rabat et Paris sur le partenariat, d'abord sécuritaire, économique et surtout sur l'immigration? Oui, alors je crois que l'immigration, c'est le plus grand problème ici. C'est vraiment l'immigration clandestine. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, Alger refuse de reprendre les personnes qui sont expulsées. La France collabore qui sont avec... souvent des hors-la-loi. Oui. Oui, c'est des individus indésirables. Et il y a aussi cette question de... Alors, économiquement, c'est pas vraiment ça. Je pense que la France est plus intéressée par la question sécuritaire et par l'immigration. Et pas par l'énergie. Parce que c'est aussi, si on ne sort pas le mémorial, on sort le gaz. Hein. Donc, oui. pour mettre pression un peu sur ses partenaires. Oui, effectivement. Mais du côté style algérien. Oui. Mais du côté algérien, il y a aussi une nervosité qu'on sent de plus en plus. Hein. Ce n'est pas simplement avec la France. Bon, il y a eu l'Espagne, il y a le Mali, il y a les voisins. Donc on est vraiment face à un pouvoir qui est de plus en plus nerveux, soit dans sa politique externe, soit dans sa politique interne. Puisque je rappelle qu'il y a beaucoup d'opposants, beaucoup de militaires qui sont emprisonnés, qui sont condamnés. Toute personne qui lève une voix qui s'oppose, eh bien, c'est tout de suite l'arrestation et la condamnation. Et il faut aussi le rappeler, et vous faites bien de le faire, professeur Ben Salem, c'est la position de la France sur le Sahara marocain qui est la véritable cause de la crise. On a beau nous raconter la mémoire, etc., mais c'est là où tout a commencé. C'était ce 30 juillet 2024. Hafed Boutaleb, quelles conséquences, du coup, de ce rappel d'ambassadeur? Et aussi, quelles conséquences sur l'attractivité même d'un pays pour des investisseurs, l'attractivité économique de l'Algérie pour des investisseurs qui, d'abord, et c'est la règle dans l'investissement étranger, on cherche d'abord stabilité. S'il n'y a pas de stabilité dans la politique étrangère et que, comme ça, un isolement, littéralement, d'abord régional, de Mali, bien sûr le Maroc, on n'en parle pas, à part la Tunisie, donc toute la région, c'est très tendu avec les pays de la région. Pareil pour les partenaires européens, comment on peut voir ce pays en tant qu'investisseur, par exemple? Effectivement, l'Algérie peine à se positionner sur la carte des pays du Sud global pouvant attirer des investissements issus des pays prospères, riches. Cet investissement direct étranger sont clés, sont importants, puisqu'ils apportent de la devise et ils apportent aussi un transfert de savoir-faire, ils créent de l'emploi, donc ils permettent à ces pays du Sud global de progressivement devenir des pays prospères aussi. Et ça leur apporte à eux aussi, c'est une bonne carte à jouer pour diversifier leurs investissements à travers le on monde. sait très bien que l'Algérie aujourd'hui a un problème avec la rente, c'est une rente hydrocarbures dont elle peine à en sortir. Et on a l'impression que cette rente les met dans un confort qui leur permet de ces crises à répétition avec les pays du Nord sans penser aux conséquences. En réalité, s'il y avait vraiment un souci pour le cadre à renvoyer ou l'image à renvoyer pour pouvoir attirer des investissements, il est évident que le style aurait été tout autre. Donc ce ton que Alger adopte est en réalité le ton d'un pays dans le confort de la rente. Et que si ce pays, une fois privé de cette rente, puisqu'on sait très bien que les hydrocarbures ne sont pas pour toujours et que l'Algérie va devoir un jour affronter une réalité difficile, un sevrage d'une certaine manière, une fois face à ce sevrage, est-ce que l'Algérie continuera à tenir ces positions-là, qu'elle dit être des positions de principe,
mais qui en réalité sont des positions issues du confort de la rente. En parlant de position de principe, quelle est aujourd'hui la position de principe de l'Algérie sur l'échiquier diplomatique? Est-ce que, notamment après la récente escalade aussi avec le voisin du Sud, avec le Mali, qui est aujourd'hui un des bastions russes, si je puis me permettre l'analogie, dans cette région sahélienne, donc la Russie, partenaire historique de l'Algérie. Donc là, on se pose aussi des questions sur le positionnement d'Alger vis-à-vis de son alignement historique. Alors ça, c'est ce qui est communiqué, c'est les têtes de chapitre, comme on dit. Effectivement, l'Algérie est censée être un allié de la Russie depuis la guerre froide, et ainsi de suite. Sauf que sur le terrain, les choses ont considérablement évolué. Tout d'abord, je ne qualifierais pas le Mali d'un bastion russe. Le Mali est un pays qui aujourd'hui souhaite son indépendance et sa souveraineté. Après une indépendance, 50 ans ou 60 ans d'indépendance, où il y a eu beaucoup d'ingérences, notamment de l'Algérie. Effectivement, on peut parler des ingérences de l'ancienne puissance coloniale, mais aussi du voisin algérien, qui a souvent eu peu de respect, si ce n'est du mépris pour la souveraineté territoriale. Et il s'est ingéré dans la région de l'Azawad avec la question Touareg. Donc il a empêché une résolution à partir de Bamako, ce qui aurait peut-être été possible. Et donc aujourd'hui, les Maliens sont en train de rendre la monnaie à Alger. Et ça, les Algériens le savent très bien derrière la propagande. Ils savent très bien que les Maliens comprennent très bien leur rôle dans la déstabilisation globale du Sahel, qui n'est plus approuvée, qui a été répétée à plusieurs reprises, remise par des think tanks européens, par des chancelleries étrangères. Donc il y a un rôle algérien dans cette perturbation du Sahel que l'on connaît, l'émergence d'un terrorisme transfrontalier au Sahel, les trafics au Sahel. Principalement du fait du soutien du Polisario, qui est une grande graine régionale et qui ne laisse pas les pays voisins évoluer tranquillement. Donc là-dessus, oui. Et puis la position de principe, je vous dirais, il n'existe plus de position de principe à Alger. Alger a abandonné le projet du Maghreb. Alger a gangréné l'Union africaine sur cette question du Sahara depuis la création de l'Union africaine il y a 25 ans. Et a empêché le Maroc de vouloir revenir sur sa position naturelle. Alger a empêché les pays du Sahel de se coaliser. Il a fallu que les Russes les aident effectivement pour pouvoir construire une coalition qui est la coalition aujourd'hui de l'Alliance des pays des États du Sahel, l'AES, et ce qui a évolué en CES, Confédération des États du Sahel. Tout ça démontre clairement que, malheureusement, face à des aspirations. Quand Alger parle d'aspiration des peuples, utilise des slogans, dans d'autres pays, ils ont besoin de ces slogans réellement, mais ne trouvent pas en l'Algérie une main tendue. Au contraire, ils la trouvent dans un pays comme le Maroc, qui a reçu à plusieurs reprises les émissaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et il la trouve effectivement dans d'autres puissances montantes. On a parlé de la Russie, mais il y a aussi la Chine et ainsi de suite. Donc la position de principe aujourd'hui, la seule position de principe affichée, c'est celle qui consiste à vouloir défendre le démantèlement du Maroc. Et c'est vraiment triste à dire de la part de ce pays qui est un pays, il faut le rappeler, qui est un pays frère, effectivement. Il faut le rappeler aussi. Professeur Boutsaïna Ben Salem, vraiment pour clore cette discussion sur ce qui pourrait, comment les choses pourraient évoluer dans les mois à venir, surtout qu'il n'y a pas vraiment de réaction officielle après le rappel, réaction algérienne bien évidemment, après le rappel de l'ambassadeur français à Alger, comment les choses peuvent-elles évoluer ? Surtout que c'est inédit, on n'a pas connu tel épisode dans l'histoire, aussi tumultueuse soit-elle, franco-algérienne. Oui, effectivement, c'est inédit. Et puis en politique, tout peut changer. Hein. On peut dire quelque chose aujourd'hui et puis d'ici quelques jours, on aura autre chose. Mais ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est que les deux pays ont un face-à-face. Personne ne veut perdre, disons la face à l'autre. Personne ne veut se faire humilier. Tout le monde veut s'imposer. Et c'est ce qui complique réellement les choses. Mais malheureusement, je pense qu'Alger n'a pas encore compris que dans un monde aussi instable qu'aujourd'hui, il faut construire des alliances, ne pas détruire la relation avec de potentiels alliés, que sa politique ne va servir à rien. Et voilà, c'est-à-dire que
Et même sa position, elle est un peu... elle ne tient pas. Avec les États-Unis, elle ne fait que regretter. Avec la France et l'Espagne, elle est plus virulente. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment une position qui est propre. C'est juste un instrument. Le peuple sahéen ne les intéresse pas. Hein. C'est surtout un intérêt politique, même pas politique, c'est même, est-ce que c'est pour l'intérêt de l'Algérie? C'est ça la question. C'est pas pour l'intérêt, c'est pour l'intérêt d'un groupe au pouvoir. Et le problème, c'est que le pays est en otage, ses relations avec ses alliés sont en otage, et même avec ses voisins. Ses voisins qui, encore une fois, je le rappelle, s'isolent de plus en plus de son voisinage. À part la Tunisie, et il faut le dire et le préciser, c'est la Tunisie de Kais Saïd. On va dire que l'entente n'est plus cordiale ni vers le sud, ni vers l'ouest, ni encore plus aussi avec la Libye, malgré de vaines tentatives de lancer un mini-Maghreb, ou en tout cas ce qu'ils appellent une certaine alliance maghrébine, que la Libye, d'ailleurs pas plus tard que cette semaine, s'est désistée d'une réunion. Et donc du coup, se sont retrouvés le couple algéro-tunisien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Oui, un mot de la fin. Un mot de la fin, juste pour reprendre les propos de l'historien Benjamin Stora, il s'agit bel et bien de la plus grave crise franco-algérienne depuis l'indépendance. De 1962. Merci beaucoup, Fed Boutaleb. Merci, professeur Boutaina Ben Salem. C'est un plaisir toujours de vous accueillir sur ce plateau et de débattre de sujets d'actualité avec vous. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.